Bonjour à tous, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui qui portera sur le contrôle des légionnelles dans les tours de refroidissement. Tout au long de la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le chat, mes collègues pourront vous répondre en direct. Alors avec un nombre de cas de légionellose qui augmente année après année, qui a plus que doublé au Québec et en Ontario ces 3 dernières années, le contrôle de la légionelle est toujours d'actualité. Pour vous aider à poser les bonnes actions en ce début de saison ou pour la reprise de vos activités, nous allons revenir sur les généralités concernant la légionelle, également sur les raisons qui font des tours de refroidissement des installations particulièrement à risque. Puis nous verrons les mesures à prendre et les bonnes pratiques à adopter pour être en contrôle de la légionelle. La bactérie Legionella est présente dans l'environnement naturel, dans la plupart des eaux de lacs, de rivières, dans les boues. Des études ont même montré qu'on retrouvait Legionella dans plus de 80% d'environnements d'eau douce et même plus de 80% des eaux de lacs et étangs qui avaient été échantillonnés aux États-Unis. Cette bactérie est une bactérie qui préfère les environnements d'eau relativement tièdes et qu'on retrouve la plupart du temps dans des environnements de 25 à 45 degrés Celsius avec une température de croissance optimale de 35 degrés Celsius. Bien que la légionelle préfère les environnements d'eau tiède, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de problème à des températures beaucoup plus froides, puisqu'elle est capable de survivre dans des températures proches de zéro et qu'on peut même la retrouver dans des installations avec des températures supérieures à 50 degrés Celsius. Cette bactérie va se développer en présence de nombreuses autres bactéries, également de protozoaires, comme les amibes, et au sein de biofilms. Ce qui fait la problématique majeure de cette bactérie est qu'elle est capable de survivre dans des conditions excessivement défavorables, comme des températures élevées ou froides, en présence de biocides et également lorsqu'il y a des carences de nutriments. C'est ce qui fait que la légionelle est capable de résister aux étapes de désinfection d'eau potable et qu'on va la retrouver dans les eaux qui alimentent les tours de refroidissement ou les autres installations alimentées par l'eau de ville. Les tours de refroidissement sont des installations particulièrement à risque pour plusieurs raisons. Le premier point est que les tours vont favoriser la multiplication des légionelles. Les légionelles vont être apportées dans la tour de refroidissement par l'eau d'appoint, parce qu'on a vu qu'elles résistaient aux étapes de désinfection de l'eau potable et qu'elles étaient également présentes dans les eaux naturelles. Il est très rare d'avoir des contaminations par voie aérienne entre deux tours de refroidissement, puisqu'il faudrait des conditions très particulières comme des tours très proches ou des problèmes de fuite ou des émissions de gouttelettes en grande quantité. On a en général dans les tours de refroidissement plusieurs dizaines de milliers de bactéries par millilitre d'eau et on a souvent la présence de biofilms, donc de bactéries qui vont se développer sur les parois qui sont en contact avec l'eau et qui vont permettre de nourrir et de permettre la croissance des protozoaires et des amibes. Donc tous ces éléments font que les légionelles vont se retrouver dans des conditions très favorables dans les tours de refroidissement et on peut voir des proliférations très rapides, donc des augmentations des légionelles de 100 à 1000 fois en quelques jours. Le deuxième point qui font des tours des installations à risque est leur capacité à disperser ces micro-gouttelettes sous forme d'aérosols. Donc ce problème vient principalement de l'entraînement vésiculaire, c'est-à-dire de l'eau qui circule dans le système et qui va être arrachée et envoyée dans l'air par les ventilateurs. Donc il s'agit d'une eau qui a exactement la même composition que l'eau qui circule et qui va envoyer des micro-gouttelettes qui peuvent contenir des légionelles dans l'eau. Donc il ne s'agit évidemment pas de la vapeur d'eau, mais bien des micro-gouttelettes contaminées en légionelles. À noter que la bruine peut parcourir plusieurs kilomètres et pourrait donc infecter des gens sur des grandes distances. Alors il n'y a pas que les tours de refroidissement qui sont concernés par cette problématique de légionelle, il y a également tous les systèmes qui peuvent produire un aérosol qui sont alimentés par de l'eau de ville et qui auraient une eau tiède ou chaude. On remarque parmi ces installations donc l'eau chaude domestique, particulièrement si on a des douches, l'eau potable, les fontaines décoratives, les humidificateurs, les spas, brumisateurs et tout autre système qui pourrait faire des micro-gouttelettes. Donc dans ces cas-là, puis c'est particulièrement vrai lorsqu'on va avoir une longue période d'inactivité ou que les installations ne sont pas utilisées pendant plusieurs semaines, il est très important de provoquer des purges abondantes, donc de renouveler l'eau et également de tester avant la reprise d'activité ou l'utilisation de ces installations-là.
Alors la survenue d'un cas de légionellose chez l'humain va apparaître par inhalation d'aérosols. Donc c'est vraiment le fait de respirer des micro-gouttelettes d'eau, donc souvent de diamètre de quelques micromètres, et de faire que la légionelle va se retrouver à l'intérieur des poumons, donc au niveau des alvéoles pulmonaires, qui va provoquer la maladie. Donc dans les cas d'éclosion de légionelle, c'est en fait parce que plusieurs personnes sont infectées par la même source, donc la même tour de refroidissement, la même installation qui émet des micro-gouttelettes, qu'on va avoir plusieurs cas de maladie, mais c'est en aucun cas la transmission entre personnes. Alors il existe différents types de légionellose, qui est la maladie qui va être provoquée par les bactéries légionelles. Elles ont généralement des symptômes similaires à ceux de la grippe. Donc on va parler de fièvre, de maux de tête, de fatigue, une toux sèche et des difficultés respiratoires. Donc la forme la plus grave de la maladie, qui est la maladie du légionnaire, est une pneumonie aiguë. Il y a un taux d'attaque qui est à peu près de 0,1 à 5% et une période d'incubation relativement longue, puisqu'on parle de 2 à 10 jours, mais qui est en général compris entre 5 à 6 jours. Donc le point marquant de cette forme de la maladie du légionnaire, c'est qu'il y a un taux de mortalité important, de 10 à 15%, et qui nécessite une hospitalisation et un traitement antibiotique pour guérir. La seconde forme de maladie causée par les légionelles est la fièvre de Pontiac. Donc il s'agit d'une maladie beaucoup moins grave. Le taux d'attaque est en revanche beaucoup plus important, puisqu'on parle de 95%. La période d'incubation est courte, 24 à 36 heures, mais on va avoir une guérison spontanée 2 à 5 jours après l'infection. Donc cette forme de maladie est non mortelle. Donc si on résume un peu comment survient une légionellose, donc il faut avoir 3 étapes qui sont absolument nécessaires. Donc déjà qu'une eau soit contaminée par le Legionella, donc la plupart du temps, si on considère les tours de refroidissement, ça veut dire qu'on va avoir une prolifération très importante dans l'installation. Donc on va passer d'un faible nombre de bactéries qui sont apportées par l'eau de ville, par exemple. Et si on a des conditions qui sont trop favorables, un traitement qui n'est pas adapté, on va avoir une prolifération qui va permettre d'obtenir des concentrations très élevées en légionelle. Ensuite, quand on atteint ce niveau de concentration élevé, la dispersion de l'eau par les aérosols, donc ce qui est quelque chose qui se produit constamment par les tours de refroidissement, va permettre de disséminer la légionelle dans l'atmosphère. Et enfin, si des personnes, particulièrement si ce sont des personnes à risque, vont inhaler les aérosols, donc il y a une possibilité qu'elles tombent malades et qu'elles développent une maladie de légionnaire ou une fièvre de Pontiac. Il existe plusieurs facteurs qui vont amplifier le risque de prolifération des légionelles dans les tours de refroidissement, particulièrement le traitement d'eau inadéquat. Cette lacune au niveau du traitement d'eau peut occasionner la prolifération excessive de micro-organismes, dont les légionelles, d'autres types de bactéries, également des amibes, et ce qui fait qu'on va se retrouver dans des situations qui vont permettre une croissance trop importante de la légionelle. Il peut y avoir également la formation de dépôts calcaires ou de résidus de corrosion qui créent également des conditions favorables pour le développement des légionelles. Vous avez quelques exemples de photos sur cette présentation qui montrent les situations qu'on ne veut évidemment pas retrouver dans une tour de refroidissement et qui pourraient être synonymes de prolifération de bactéries. D'autres facteurs peuvent également influencer la prolifération des légionelles, comme par exemple les modes d'opération intermittents. Donc à partir du moment où on va avoir une stagnation de l'eau, c'est-à-dire on va avoir des arrêts de circulation de pompes de refroidissement, on peut avoir des alternances de fonctionnement d'équipements, que ce soit des refroidisseurs ou des échangeurs de chaleur, on va se mettre dans des situations qui sont propices au développement microbien et donc on pourrait avoir une prolifération rapide de légionelles. Il peut y avoir aussi des bras morts, donc des bouts de canalisation qui ne sont jamais alimentés en eau ou dans laquelle il n'y a jamais de circulation ou une circulation très faible. Ces lieux sont également propices au développement des légionelles car il n'y aura jamais de traitement biocide. On va laisser donc le développement excessif de biofilms et on n'aura aucun moyen de contrôler la prolifération des légionelles. Donc toutes ces situations sont évidemment à éviter pour être en contrôle de la légionelle dans les tours de refroidissement. Parmi les facteurs d'amplification du risque, il y a par exemple les facteurs qui influencent la dissémination, c'est-à-dire l'envoi d'aérosols potentiellement contaminés dans l'air. Ceci peut résulter d'un entretien déficient, par exemple des pare-gouttelettes qui ont été mal positionnées, pour lesquelles il n'y a pas
une bonne étanchéité, ou alors des pare-gouttelettes qui sont encrassées ou endommagées. Pour qu'un pare-gouttelette donne toutes les performances pour lesquelles il a été conçu, c'est-à-dire un bon arrêt des gouttelettes, il faut qu'il soit non encrassé et qu'il n'ait pas été endommagé. Donc il est très important de surveiller l'accumulation de boue, de débris, la formation de tartres qui pourraient nuire à son efficacité. Nous allons maintenant voir les mesures préventives, donc les actions qu'on peut poser pour limiter à la fois les risques de prolifération et limiter les risques de dissémination des aérosols dans l'air. Pour gérer efficacement ce risque, il est très important de mettre en place des bonnes pratiques en opération et particulièrement de bien gérer la circulation de l'eau. Donc on a vu précédemment qu'un des facteurs très importants pour la prolifération des légionelles était la stagnation de l'eau, la présence de bras morts ou alors les arrêts de fonctionnement qui peuvent permettre à la légionelle de se développer très rapidement. Il est donc très important d'assurer la circulation d'eau dans toutes les zones du réseau et d'éviter le plus possible d'avoir des zones de stagnation. Il faut donc faire fonctionner les équipements, les pompes de circulation, idéalement à chaque jour. C'est-à-dire que si on possède plusieurs équipements comme plusieurs refroidisseurs, il faudrait idéalement pouvoir les alterner et qu'à chaque 24 heures, chaque équipement parte pendant au minimum 1 heure. Il faut également éviter l'arrêt de circulation pour des périodes supérieures à 2 voire à 3 jours. Donc c'est très important pour les milieux qui auraient un arrêt par exemple en fin de semaine où il est très important de prendre des dispositions. Soit de partir de façon automatique la circulation à chaque 24 heures ou alors de procéder à une désinfection préventive lorsqu'on a un arrêt qui va dépasser cette période de 2 à 3 jours. Alors, il faut évidemment noter que cette désinfection doit être adaptée aux conditions d'opération et au système pour permettre de désinfecter l'ensemble de l'installation. Un autre point important est de synchroniser l'injection des biocides avec la circulation d'eau, parce que si on doit forcer des équipements, si on doit gérer l'alternance, il est important d'injecter les biocides pour désinfecter l'ensemble de l'installation, tous les équipements et tout le volume d'eau. Ceci va permettre de limiter la formation du biofilm et donc de limiter la prolifération des légionelles au sein de ces biofilms-là. Un autre point important est d'éliminer les bras morts ou alors de prévoir des purges et des désinfections appropriées si on ne peut pas retirer rapidement ces bras morts. Donc il est possible de mettre en place une compensation, c'est-à-dire des purges régulières, ça peut être à chaque jour, à chaque semaine. Tout va dépendre évidemment de l'importance du bras mort, de la capacité qu'il a d'amplifier les légionelles et de s'il est remis occasionnellement ou non en circulation lors des changements d'opération. Un autre point important quand il s'agit de considérer la circulation de l'eau est de bien considérer tous les modes de fonctionnement de l'installation, puisque particulièrement pour les tours de refroidissement qui servent pour la climatisation et qui vont opérer par exemple l'hiver, en intersaison, donc au printemps, à l'automne ou l'été, la circulation est souvent très différente d'une saison à une autre et il faut donc ajuster les caractéristiques de fonctionnement, la circulation des équipements et la plupart du temps adapter le traitement de l'eau. Donc il faudra choisir un traitement qui va être adapté à la fois par exemple au pH de l'eau, à la dureté, à la présence d'éventuels contaminants pour garantir l'absence de corrosion et réduire au minimum la formation de dépôts qui sont, je vous rappelle, des facteurs qui vont favoriser la prolifération des légionelles et également qui vont éviter d'avoir accès aux légionelles lors des étapes de désinfection. Également, si on parle des traitements biocides, il faut utiliser des biocides dont l'efficacité est reconnue pour lutter efficacement contre les légionelles. Donc tout d'abord, utiliser des produits qui sont approuvés par l'ARLA, donc il s'agit de l'Agence de réglementation sur la loi antiparasitaire, donc qui vont régir l'utilisation des biocides. Donc ceci permet d'utiliser des produits qui sont connus comme étant efficaces contre les bactéries. Il faut utiliser des biocides qui sont également adaptés au système. Donc on sait qu'on a par exemple les biocides oxydants, les biocides non oxydants. Il existe plusieurs combinaisons possibles, que ce soit en alternant des biocides non oxydants, mais également des biocides oxydants. Et il faut adapter
le choix en fonction des bactéries qui sont présentes, par exemple dans l'installation, si on a des problèmes d'algues, si on a des problèmes de développement important de biofilms. Donc le choix de ces biocides doit être dicté par ces caractéristiques-là, mais également par les conditions d'opération. Donc le temps de résidence de l'eau, on ne choisira pas le même biocide si on a des temps de résidence de quelques heures ou de plusieurs jours. Et il est possible également d'être obligé d'alterner de biocides et de changer entre des périodes de climatisation l'hiver ou l'été, puisque les conditions d'opération sont très différentes. On peut également utiliser des dosages chocs. Dans ce cas-là, il faut s'assurer que la quantité de produit qui est injectée est suffisante, qu'on a le bon temps de contact, parce que chaque biocide requiert des temps de contact pour être efficace, très différents les uns des autres, et également que la fréquence d'injection est suffisante pour atteindre un bon contrôle sur les bactéries. Lorsqu'on utilise un dosage continu, donc particulièrement pour les oxydants, comme les produits à base de chlore ou de brome, il est très important de mesurer le résiduel, donc la concentration qui va être maintenue dans le système, et de s'assurer qu'il y a un contrôle suffisant et des ajustements soient faits lorsqu'on sort des concentrations recommandées. Pour lutter efficacement contre la prolifération des bactéries, il est également très important d'utiliser des biodispersants. Donc idéalement, on utilise des biodispersants en continu. Donc ce sont souvent des composants qui vont être ajoutés aux produits inhibiteurs de corrosion et d'entartrage et qui vont permettre donc de réduire, de limiter le plus possible la formation de biofilms lorsqu'il y a une circulation d'eau et également qui va permettre aux biocides de mieux travailler sur les bactéries, sur les amibes et donc atteindre un plus grand nombre de bactéries à chaque injection de biocides. Donc c'est vraiment une condition nécessaire pour avoir un bon contrôle sur les bactéries et sur les légionnelles dans les installations de tours de refroidissement. Il y a également des bonnes pratiques à mettre en place en ce qui concerne la surveillance et les plans d'action qui en découlent. Donc on doit par exemple toujours être en contrôle de la qualité de l'eau dans les installations. C'est pour ça qu'on fait régulièrement des analyses physico-chimiques. Donc idéalement, des analyses doivent être faites à chaque jour et ces analyses vont servir à s'assurer que les cycles de concentration sont corrects. Donc généralement, on va faire ça par mesure de la conductivité, donc minimalement pour vérifier que les sondes de conductivité de l'installation sont fonctionnelles. On peut également faire des tests de chlorure pour s'assurer qu'on retrouve les bons cycles de concentration. Ces mesures vont permettre de détecter la présence de fuites, par exemple, qui ne permettraient pas de cycler suffisamment l'eau des tours de refroidissement ou qui ne permettraient pas de maintenir la bonne concentration en produits de traitement. Mais également, on peut détecter des purges déficientes, donc qui entraîneraient des concentrations en sel ou des conductivités beaucoup trop importantes dans l'eau de ville et qui pourraient nuire à son fonctionnement et provoquer la présence excessive de dépôts, par exemple, par la survenue d'entartrage. On va également chercher par les analyses à identifier les développements excessifs de micro-organismes en faisant des tests de bactéries totales, donc par exemple en utilisant des deep slides, donc les bâtons gélosés, ou en faisant des tests d'ATP. Donc ces analyses vont permettre de s'assurer qu'on a la bonne efficacité de notre traitement biocide et du biodispersant. Il est également très important de faire des analyses de légionnelle car ça reste la seule façon de s'assurer qu'on est en contrôle de la légionnelle. Tous les autres tests qui sont mentionnés avant, que ce soit des tests physico-chimiques ou de bactéries totales, ne permettent pas de savoir évidemment si on a une prolifération de légionnelle. Elles donnent des indications si on est en contrôle par exemple du traitement anticorrosion, si on est en contrôle des biocides pour l'ensemble des bactéries, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas de problème de légionnelle. On sait qu'on trouve quelquefois des proliférations de légionnelle ponctuelles, même avec des très bons résultats en ATP ou sur les deep slides. Un autre point très important quand on parle de surveillance des tours de refroidissement est le plan d'action, puisqu'on doit savoir impérativement, à chaque fois qu'on fait un test, quelles sont les limites qui permettent de savoir si on est en contrôle ou si, au contraire, on est en perte de contrôle. Et pour chaque valeur qui vont permettre d'identifier une perte de contrôle, on doit avoir décidé d'actions qui doivent être menées. Donc, par exemple, si on se met des limites sur la conductivité et qu'on dépasse une certaine valeur haute de la conductivité, il faut
qu'on ait établi un plan d'action. Donc, par exemple, on peut commencer par vérifier la calibration des sondes, s'assurer que la mesure qui est faite par la sonde du contrôleur correspond à la valeur qu'on va mesurer par un autre équipement. Et si c'est le cas, il faut mettre en place des mesures pour identifier soit le dysfonctionnement des vannes de purge, par exemple, et également s'il y a eu présence d'entartrage ou de développement bactérien trop important. Donc dans ces cas-là, les actions à prendre seraient également de mettre en place des désinfections ou des détartrages. Donc pour chaque paramètre analysé, il est très important d'établir des limites hautes et basses et de déterminer quelles sont les mesures, donc les désinfections, les entretiens, tous les correctifs qui devront être appliqués pour revenir à un niveau de contrôle suffisant dans l'installation. Donc je viens de vous parler des analyses de légionnelles qui étaient un point très important pour savoir si on est en contrôle dans les installations de tours de refroidissement. Donc il existe plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées. Donc là je vais juste vous détailler les méthodes qui sont certifiées, faites en laboratoire, donc qui permettent d'avoir des résultats fiables. On a tout d'abord les analyses par culture. Donc il s'agit d'analyses qui sont faites par ensemencement sur des géloses, donc des milieux spécifiques qui vont contenir tous les nutriments qui permettent à la croissance des légionelles. Donc on va avoir une détection des Legionella viables et cultivables. Et il faut noter que généralement ces analyses prennent une dizaine de jours avant d'avoir un résultat confirmé et définitif. Donc c'est souvent l'analyse qui est choisie dans le cadre des réglementations, donc c'est le cas par exemple pour la RBQ au Québec, ou qui peut être demandée pour un suivi régulier par certains guides. L'autre type des analyses sont les analyses par qPCR, donc ce sont des analyses qui sont basées sur l'ADN spécifiquement de Legionella pneumophila. Donc on va détecter les bactéries qui sont viables, autrement dit celles qui vont être cultivables et non cultivables, mais également toutes les bactéries qui seraient dans le biofilm, donc qui sont généralement non cultivables parce qu'à l'état de dormance, ou qui sont au sein des amibes, c'est-à-dire qu'elles sont généralement fortement infectieuses et qu'elles vont être à l'origine probablement d'une prolifération importante de légionelles. Donc l'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle nous donne une vision beaucoup plus globale sur les légionelles qui sont présentes dans l'installation, et elles sont souvent utilisées pour se rendre compte si on est en perte de contrôle au niveau des légionelles dans l'installation. Alors également à noter que problématique par le passé de cette méthode est qu'on pouvait détecter dans certains cas une proportion non négligeable de légionelles qui seraient mortes, mais il existe maintenant depuis plusieurs années des méthodes qui permettent de retirer toutes ces bactéries-là. Donc on peut être en mesure d'avoir des qPCR uniquement de légionelles viables. Donc ça c'est un fait très important à noter puisque ça vient de retirer un des inconvénients majeurs de cette méthode. Et maintenant on est capable d'avoir une concentration beaucoup plus précise en légionelles qui pourrait être pathogène et dangereuse et pourrait être à l'origine de survenue de légionellose. Alors le point important également de cette méthode est que ça permet d'avoir un résultat très rapide puisqu'on parle d'un résultat en quelques heures. Donc généralement, un laboratoire va mettre 24 heures pour vous rendre un résultat et une concentration fiable en Legionella pneumophila. Donc un autre aspect pour bien gérer le risque de prolifération des légionelles est de mettre en place des bonnes pratiques d'entretien. Donc il est nécessaire de recourir à des inspections régulières de l'état de l'installation dans le but tout d'abord d'identifier les problèmes de détérioration ou d'encrassement. Alors la fréquence de ces inspections doit être établie tout d'abord selon les recommandations du fabricant, donc ça va dépendre de l'équipement ou de la partie de l'équipement qu'on va inspecter, mais généralement on parle à chaque mois ou à chaque 3 mois pour faire des inspections des tours de refroidissement. Alors à ça, il faut souvent les ajuster selon l'historique du système. Donc si on sait qu'un système a connu des épisodes accrus d'encrassement par exemple ou des fortes accumulations de débris dans un bassin, il est évidemment recommandé de faire des inspections beaucoup plus fréquentes. Donc c'est la même chose pour certaines conditions particulières qui pourraient apparaître par exemple à certaines périodes de l'année comme beaucoup plus de poussière au printemps. Et il est souvent recommandé d'effectuer dans ces cas-là une inspection beaucoup plus fréquente. Alors lors d'une inspection, on va d'abord regarder l'état général de l'équipement. Donc est-ce qu'on a par exemple une présence importante de fuite
au niveau des garnissages? Est-ce qu'on a beaucoup trop de gouttelettes qui semblent s'échapper de l'installation? Donc ce sont des constatations d'ordre général. Et ensuite, on va s'attaquer donc aux différents composants de l'installation. Donc par exemple, le bassin d'eau chaude, s'il y a un bassin d'eau chaude. Regarder si on a une accumulation de dépôts, si on a une présence trop importante d'algues, par exemple. Également les gicleurs et les bassins d'eau froide. Donc là, on va regarder la même chose. Est-ce que les gicleurs ne sont pas bouchés? Est-ce qu'on a une bonne répartition, un bon écoulement de l'eau au niveau du garnissage ou des tubes d'échangeurs? Est-ce qu'on a une accumulation de débris au niveau des bassins d'eau froide? On va regarder également, est-ce qu'on a une présence d'entartrage excessif au niveau des garnissages ou des tubes, qui sont souvent les problématiques majeures, ou alors si on a des bris, donc au niveau du garnissage, qui pourraient entraîner des fuites, par exemple. Un point important est l'observation des pare-gouttelettes, parce que je vous rappelle que c'est un élément très très important pour limiter l'émission d'aérosols potentiellement contaminés en légionnelle dans l'air. Donc toujours s'assurer que le pare-gouttelette n'est pas encrassé, n'est pas entartré, qu'il est bien positionné et qu'on ne peut pas identifier visuellement l'émission d'un nombre beaucoup trop important de gouttelettes dans l'air. Enfin, pour les bonnes pratiques d'entretien, on peut noter de procéder à un nettoyage mécanique planifié. Donc généralement, on doit faire un nettoyage mécanique à chaque année. Donc il peut être nécessaire dans certains cas de le faire 2 à 3 fois par année. Mais ça, il est très important de nettoyer donc, toutes les composantes de la tour de refroidissement. Donc on parle des bassins chauds, des bassins froids, du garnissage, mais également de toutes les installations, tous les équipements qui pourraient être sur l'installation de refroidissement, comme par exemple le filtre à tour ou les échangeurs. Il est également très important au niveau des bonnes pratiques d'entretien d'effectuer un nettoyage mécanique planifié au moins une fois par année. Alors pour certaines installations, indépendamment de l'historique et des encrassements qu'on a pu constater lors des années précédentes, il peut être nécessaire de recourir à plusieurs nettoyages au cours de l'année. Donc au cours des nettoyages, on va s'assurer de retirer tous les dépôts accumulés dans les bassins d'eau chaude, d'eau froide, les bassins intérieurs, également nettoyer le garnissage et surtout d'évacuer tous les dépôts qu'on aurait délogés, de ne pas laisser évidemment ces dépôts dans la tour de refroidissement ou circuler puisqu'on pourrait augmenter les problématiques de prolifération de légionelle. Alors on peut également être amené à faire des nettoyages suite à une accumulation de dépôts. Donc lorsqu'on fait des inspections, si on note évidemment qu'on a beaucoup de dépôts, par exemple dans le bassin d'eau froide, ou qu'on a un garnissage qui est très encrassé, ou alors un pare-gouttelette, il va évidemment falloir procéder à un nettoyage non planifié, mais il s'agit d'un plan d'action à mettre en place, généralement dans des délais assez brefs. Également, comme bonne pratique d'entretien, on peut noter les désinfections préventives, par exemple au démarrage saisonnier, lors des arrêts occasionnels ou récurrents. Et ces points ont été abordés lors d'un précédent webinaire que vous pouvez regarder donc, sur demande si jamais vous n'avez pas assisté à ce premier webinaire. Également, lorsqu'on va détecter des proliférations trop importantes de bactéries, donc suite à des tests de Deep Slide par exemple, ou alors lors d'un test de légionnelle, si on dépasse soit les recommandations des guides ou alors les niveaux minimum de la réglementation, il va être nécessaire de recourir à des désinfections qui vont devoir être ajustées en fonction de la perte de contrôle, donc le niveau en bactéries ou en légionnelle qu'on a mesuré dans l'installation. Enfin, pour terminer cette présentation, je vais vous parler de quelques guides, donc standards ou réglementations qui existent sur les légionnelles. Pour ce qui est du Québec, il y a évidemment la réglementation de la RBQ, donc qui impose toute une série de mesures à mettre en place, qui impose également de recourir à des analyses régulières mensuelles de la légionnelle et qui doit être appliquée par toutes les personnes qui opèrent des tours de refroidissement qui sont enregistrés au niveau de la RBQ. Mais il existe également d'autres guides. On pense par exemple à l'IM 1516.1 qui est le guide qui a été émis par Travaux publics pour encadrer la gestion du risque et les analyses et également la désinfection des tours de refroidissement de tous les bâtiments fédéraux. Donc c'est également un guide qui va donner toutes les directives à suivre et encadrer les fréquences et la nature
des actions à prendre en fonction des résultats obtenus ou de la situation et des survenus de cas de légionellose. Il existe également des guides qui ont été émis par des organismes internationaux comme l'HOE par exemple, qui a émis 2 documentations, le standard 188, qui est un guide qui décrit comment effectuer des analyses de risque, comment mettre en place des bonnes pratiques pour les tours de refroidissement, mais également pour toutes les installations qui peuvent être à l'origine de survenue de cas de légionellose. Et également le guide 12 qui va donner des exemples de bonnes pratiques, des exemples de désinfection ou de mesures correctives qui pourraient être implantées pour éviter la prolifération ou au contraire en cas de prolifération reconnue de légionellose. Donc pour terminer, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire sur comment être en contrôle de la légionelle dans les tours de refroidissement. Si vous avez encore des questions que vous n'avez pas posées au cours de ce webinaire, je vous invite et vous recommande à les poser soit à votre représentant. Nous aurons un autre webinaire la semaine prochaine qui va toucher la filtration et vous donner également des recommandations pour bien opérer ces tours-là et éviter les proliférations de légionelles.